Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet. Je pense que c'est l'une des dernières fois où je vais avoir le temps de vous tourner une vidéo avant de partir en vacances, même si je pars que dans une semaine. Quoi qu'il en soit, je vais déjà vous tourner en cette date du 25 juillet la vidéo du portail du mois de septembre. Qui est déjà tombé. En effet, hier soir, je lisais une partie d'un livre et c'est cette thématique-là qui sera visiblement le portail du mois de septembre. Ce sera le portail de l'excusite. L'excusite, c'est-à-dire la maladie, la passion pour l'excuse, la passion pour se trouver des excuses. Celui qui adore se trouver des excuses pour ne pas faire. Là-dedans, on va retrouver beaucoup de rigides qui adorent se victimiser et qui adorent rester dans cette pleine puissance de victime. Ils en tirent un profit et donc ils n'ont pas très envie de passer à l'action parce que le rigide, il aime que les choses ne bougent pas, que ce soit comme avant et qu'il n'y ait pas de changement. Il adore être en charentaise sous son plaid et donc le changement, c'est quelque chose qui lui fait extrêmement peur. Donc, il est capable de se trouver plein d'excuses pour ne pas avancer. Il préfère rester dans cette victimisation, larmichou, larmichette, voilà, fataliste, abandonniste, etc. Là-dedans, il va aussi y avoir ceux qui ont une dalidite maladite et qui adorent, voilà, eux aussi, dans cette blessure d'abandon, se victimiser pour obtenir de l'attention. Donc ils n'ont pas très envie de trouver des solutions ni d'améliorer leur vie. C'est toujours cette pleine puissance de ne pas de victimisation, de ne pas aller bien. Là aussi, ils se complaisent là-dedans, dans ce rôle-là, pour obtenir de l'attention. Donc ils ne recherchent pas vraiment de solution, ils veulent pas que les choses s'arrangent, comme ça ils ont toujours une excuse pour se plaindre, pour retenir les gens autour d'eux, pour les utiliser, voilà, pour les vampiriser, pour: «Ah, donner, donner, donner», voilà, on revient sur les mendiants de l'amour, un peu sur tous ces mécanismes-là de donner, donner, donnez-moi, donne-moi de l'attention, j'ai des problèmes, au rage, au désespoir. Voilà, donc on va retrouver pas mal de personnes comme ça. Il sera peut-être bon, de ce fait-là, de revisionner la vidéo d'Alidite Maladite. Excusez-moi. Je suis là, inévitablement dans la prochaine playlist révision. D'accord? Je ne sais pas si on avait eu plusieurs, mais en tout cas, ça sera intéressant de ce fait-là, de revisionner ça pour éviter de sombrer. Donc dans la révision 22, qui sûrement tombera avant cette vidéo-là, il y aura eu la dalidite maladite et peut-être que je vous la remettrai en dessous. Voilà, ou comme des grands, hein, si je ne le mets pas, vous allez dans la petite loupe sur ma chaîne et vous tapez dalidite, maladite, hein, voilà. Donc l'excusite, c'est l'inflammation de l'excuse. Vous allez devoir observer si vous avez des parents qui fonctionnent un peu de cette façon-là. Est-ce que vous avez des parents qui ont toujours utilisé un peu cette clé de manipulation chez vous pour obtenir de l'attention? Comme eux-mêmes n'ont pas travaillé sur ça et n'ont pas pété ce transgénérationnel, le plateau repas est arrivé chez vous, ding dong, à la porte, vous ouvrez, le plateau repas est sur le paillasson, vous avez cela à nettoyer dans votre transgénérationnel et sans vous en rendre compte, vous-même, vous dupliquez ce fonctionnement, vous avez totalement banalisé
et vous trouvez ça plutôt bien, normal à faire. Peut-être que vous avez des effets miroirs en face de vous, des effets miroirs, heu, des effets miroirs où on vous a amené des personnes. Parfois, je me rends compte que quand je canalise, heu, je fais des erreurs de langage quand je me réécoute. Là, je viens d'en faire une. Normale à faire, je sais plus ce que j'ai dit. Ça m'arrivera assez régulièrement en canalisation. Pourquoi? Parce que parfois, je suis en train de canaliser un message et je reçois un deuxième message, car quand je canalise, j'ai pas qu'une personne qui me parle, il y a plusieurs guides. Et parfois, je suis encore en train de finir la phrase que je reçois l'autre message et en fait, je livre le truc sans faire attention à la syntaxe. Moi, c'est l'idée dans la tête et je transmets l'idée. C'est un peu compliqué pour vous à comprendre, mais en fait, ça vient de là. Voilà. Et s'il vous plaît, les guides, parlez pas tous en même temps. Voilà, parce que c'est compliqué, quoi, de slalomer. Voilà. Le facteur temps n'est pas le même qu'ici. Donc, inévitablement, ils se rendent pas compte. Voilà. Donc, par rapport à ça, voilà, désolée, hein, je me recoiffe en même temps que je vous parle, hein. Je suis chez moi, hein, on est comme à la maison. Il n'y a pas de chichi hein, sur cette chaîne, voilà, il n'y a pas de chichi. Hein. Donc voilà, hop, hop là, voilà. Donc par rapport à ça, euh, vous allez devoir aller travailler un petit peu sur tout ça. Observez votre mode excuse, votre passionnite pour l'excusite. Bon, inévitablement, quand vous êtes en consultation avec moi, je vous le fais remarquer, hein, je le vois vite hein, quand vous cherchez des excuses, quand vous gaslightez pour pas faire, quand vous baratinez pour pas faire, ça se voit. Soyez toujours plutôt authentique. Il vaut mieux assumer le fait de j'ai peur et comme j'ai peur, je me sens pas prêt à. Ça, c'est totalement OK. Moi, sur ma montagne, ça m'est arrivé plein de fois de dire OK, je comprends ce que j'ai là à relever, mais pour l'instant, je me sens pas capable. Ça m'est arrivé. Je vais peut-être pas dire plein de fois, c'est encore ma calamity qui me le dit. Ouais. Les guides disent tu l'as quand même pas fait plein de fois. Non, c'est vrai, je l'ai quand même pas fait plein de fois. Mais on a tous des sujets sensibles où ça nous arrive. On est des êtres humains, hein. Voilà, on a quand même une part de vulnérabilité. On n'est pas des robots, on n'est pas des super warriors. Même si parfois vous me voyez comme une super warrior, j'en sais rien là-dessus. C'est pas moi. Moi, inévitablement, j'ai pas cette vision-là de moi mais j'ai mon côté calamity. Peut-être que les guides, est-ce que les guides m'ont vu moi comme une super warrior? Ouais, bah pourtant moi je me vois pas comme ça, hein, croyez-moi. Moi je vois toujours les situations où je me sentais pas prête. Peut-être que par rapport à la moyenne des personnes qui doivent monter leur montagne, oui, peut-être que j'ai été plus warrior peut-être que la moyenne, c'est peut-être ça. Mais quoi qu'on en dise, il y a eu des moments où je savais idéalement ce qu'il aurait fallu faire et je ne m'en sentais pas capable. Je ne m'en sentais pas capable. C'est toujours plus beau de dire ça que de jouer un peu cinoche, etc. D'ailleurs, j'avais témoigné dans une vidéo où j'avais des copines qui m'avaient conseillé un truc d'extérieur et je leur avais dit ouais mais je m'en sens pas capable. Je m'en sens pas capable. Enfin voilà. Donc en fait, je préfère être vraie et authentique et dire les choses que d'embobiner, de jouer au kéké, rouler des mécaniques. Non, je suis pas comme ça. Je préfère être vraie. De toute façon, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à être sensible, donc en fait, j'ai pas besoin de jouer au kéké, quoi. J'ai dû cohabiter avec cette sensibilité-là. Donc voilà.
Il vaut mieux avouer les choses et être vrai et authentique, c'est toujours plus beau que, de rouler des mécaniques, de faire le kéké pour après sortir des excuses où on voit que tout s'emberlificote, que vous jouez un rôle et on ne sait plus vous cerner. Vous voyez? Soyez vrai, surtout avec les gens qui vous entourent en première ligne quand même. Vous n'êtes pas obligé de montrer spécialement qui vous êtes, au charcutier, mais aux gens proches de votre vie, quand même, vous pouvez quand même être vrai et faire preuve d'un minimum de loyauté et d'authenticité avec les gens proches autour de vous quand même. Donc voilà, dans, heu, ce portail de l'excusite, parfois vous allez faire des choses qui sont pas vraiment logiques. Parfois, vous êtes beaucoup dans ce truc comme ça de vous trouver des excuses pour pas faire, mais en général, heu, vous vous jouez un rôle en façade et souvent ça va de pair avec le fait de vouloir montrer que vous êtes quelqu'un de fort. Ah, vous êtes quelqu'un de fort! Vous voulez toujours prouver votre force. Et c'est pour ça que vous n'osez pas montrer cette vulnérabilité, authenticité de: «Je m'en sens pas capable pour le moment, j'ai peur, pour l'instant je me sens pas prête à» et que vous allez vous cacher derrière des excuses à la con, toujours pour maintenir cette vitrine de force. Donc en général, tout est dans le même package, hein. Les gens qui sont beaucoup dans l'excusite, ils il y a des moments où ils roulent des mécaniques, tout ça et justement, toutes ces excuses servent à profiter à l'entretien de cette vitrine de force. Voilà, je peux pas avouer, je peux pas être vrai, je suis obligée de montrer que. Donc là, allez voir, hein, d'où vous vient ce complexe, d'infériorité, de quand ça date, que vous devez absolument toujours prouver votre force et vous pouvez pas être vrai, vous pouvez pas assumer votre vulnérabilité, hein, et que vous êtes obligé d'entretenir ce personnage où, vous préférez gaslighter, baratiner, chercher des excuses de merde, au lieu de dire, clairement les choses. En général, les personnes qui sont comme ça ne supportent pas d'avoir des amis qui se cherchent des excuses. Et pourtant, il y a un effet miroir de malade. Donc souvent, vous râlez sur ces personnes, vous leur faites des leçons de morale. Souvent, vous déblatérez sur leur dos avec d'autres amis, voilà, et vous dites: «Oui, ils se cherchent toujours des excuses, ils m'énervent», mais en fait, vous faites exactement la même chose. Et ça, je le vois systématiquement. C'est vraiment tout est dans le même package. Vous vous mentez à vous-même, vous avez un déni de malade sur le fait que vous-même, vous êtes à fond là-dedans. Mais vous avez tellement besoin de prouver aux autres et de rouler des mécaniques devant les gens pour prouver votre force que vous ne pouvez pas vous l'avouer à vous-même. Donc en fait, vous roulez des mécaniques comme ça en critiquant les autres. «Tu as vu, il se fait cherche des excuses, blablabla». Voilà. Vous donnez pas de légitimité aux peurs des autres et en général, vous aimez pas, tout ce qui est vulnérabilité chez les autres, toute sensibilité chez les autres. Vous associez que ça c'est de la faiblesse, c'est de la lâcheté. C'est pas de la faiblesse, c'est de la lâcheté. Les gens ont le droit d'avoir certaines peurs. Quand ils osent assumer leurs peurs, c'est pas de la lâcheté. C'est beaucoup plus lâche de d'avoir peur et de rouler des mécaniques pour cacher. Là, il y a une forme de lâcheté. C'est que tu assumes pas et quelqu'un a le droit de dire: «OK, je sais que c'est ce que je dois faire, mais pour le moment, je ne m'en sens pas capable». Dans cette formulation de «pour le moment», il y a: «OK, je me prépare psychologiquement, je vais aller chercher cette force en moi». Moi, quand j'avais cette, verbalisation-là, c'était exactement ça. C'était que
j'avais conscience que j'y viendrais un jour, mais là, dans l'instant, pour l'instant, je m'en sens pas capable. Vous voyez? C'est humble, c'est authentique, c'est être capable d'avouer que pour l'instant, je m'en sens pas capable. Mais je sais que je vais devoir arriver là. On a beaucoup plus envie d'être dans cette connexion au cœur envers quelqu'un qui est vrai comme ça, que quelqu'un qui va rouler de mécanique, qui va, vous voyez? Qui va chercher des excuses pour pas faire et en fait qui dépense à longueur de journée toute son énergie à alimenter, cacher le fait qu'il a peur. En fait, il dépense une énergie de malade dans son gaslighting, dans ses excuses et à cacher. Au bout d'un moment, vous êtes pas fatigué de dépenser autant d'énergie dans le paraître au lieu d'assumer totalement? Vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie à entretenir votre vitrine. Enfin, oh, quelle énergie gaspillée! C'est pas pour rien qu'il y a eu un portail de l'authenticité juste avant. Parfois, dans cette notion de force, de toujours vouloir prouver votre force, vous manquez de connexion au cœur et donc on en revient à des problèmes de loyauté et cetera. On va prendre un exemple tout bête. Ne pas vouloir se mettre en arrêt maladie dès que vous cassez un ongle, oui, hein, on va pas non plus être des petits sucres d'orge où dès que vous vous cassez un ongle, ça y est, vous prenez une semaine d'arrêt maladie. Arrêtons aussi d'abuser du système français, du système social. Après, on s'étonne qu'on n'aura plus le droit à rien, qu'on n'a plus d'argent nulle part. Mais tout le monde profite, tout le monde triche. Par rapport à ça, il faut être aussi dans ce donner-recevoir, arrêter de toujours tricher pour recevoir et pas vous bouger le cul. Vous n'êtes pas des sucres d'orge, vous vous cassez un ongle, vous êtes quand même capable d'aller bosser. Mais, à contrario, il y a d'autres extrêmes, où là, dans ces autres extrêmes, ces extrémistes, eux, limite, ils vont jamais s'arrêter de travailler. Et malgré l'excuse qu'ils vont, le rôle qu'ils vont jouer, l'argument qu'ils vont avoir en apparence, en fait, il se cache quelque chose de plus narcissique. C'est que la personne le fait souvent pour se prouver à elle ou prouver aux autres la force. Il y a un peu un côté dalidite. Il y a ce côté de je veux montrer aux autres que moi, je suis quelqu'un de fort. Moi, je suis jamais en arrêt maladie. Et donc, je le dis, je le dis, le redis, et je dis, eh oh, eux, ils sont en arrêt, mais moi, j'ai jamais pris d'arrêt maladie. Il y a quand même ce côté un peu kéké, encore prouver la force, en faire des tonnes. Mais excusez-moi, il n'y a pas vraiment une gloire à aller travailler avec une grippe. Vous pensez que vous êtes engagé, ça c'est de la loyauté envers le patron, moi j'ai un boulot, moi je vais bosser même avec la grippe. En fait, quand tu vas bosser avec la grippe, tu vas quand même accessoirement contaminer tout le monde en fait. Tu fais chier en fait. T'es pas dans la connexion au cœur. Et donc ta névrose de prouver ta force, au bout d'un moment, elle devient mais complètement insensée. T'es tellement auto-centré sur toi et sur la réputation, l'image, voilà, qu'en fait tu te rends même pas compte que tu t'en vas contaminer plein de gens. Et que ces gens-là, parfois, ils sont en contact de personnes âgées, de petits bouts de chou. Tu vas peut-être leur bousiller leur week-end. Ils vont peut-être se mettre à contaminer tout le monde. Vous voyez? Eh bien en fait, là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est dysfonctionnel. Et quelque chose qui est dysfonctionnel, ça manque de connexion au cœur. Donc à un moment, quand vous avez un problème de santé, prenez une vue d'ensemble quand même. Observez si ça nécessite un arrêt maladie ou si vous jouez au sucre d'orge. Si c'est un peu excessif, vous faites le tricheur, le profiteur.
Et si vous allez contaminer tout le monde? Parce qu'à un moment, tu vis pas tout seul, en fait. Tu vis pas tout seul. Il y a pas que ta vitrine. Tu dois aussi prendre en considération que tu es pas tout seul, en fait. Donc, on va vous demander d'observer ça. Il y a aussi ce type de maladie de l'excuse, ouais, on se cherche des excuses pour rien foutre et d'un autre côté, c'est, voilà, en fait, on veut se mentir à soi-même, sur le pourquoi on le fait, en fait. C'est qu'il y a quand même un truc très narcissique de montrer et de la dalidite. En plus, ça va être l'automne qui va arriver, donc tout ça, vous allez avoir des défis de rattrapage cet hiver sur tout ça. Inversement, quand vos enfants sont malades, c'est pareil. Parfois, vos enfants sont vraiment malades et vous les mettez quand même à l'école. Pourquoi? Bah, parce que j'ai une réunion aujourd'hui et ma réunion est tellement plus importante. Waouh! Quelle horreur! Quelle horreur! Les instits, accessoirement, c'est pas l'infirmerie, hein. Donc quand ton gamin, il est malade le matin, bah, tu restes à ta maison. Même si tu as une réunion, bah, écoute, ainsi va la vie. Tu as voulu avoir des enfants, il y a un engagement personnel en tant qu'adulte. Soit tu proposes une alternative pour la faire en visio, soit tu proposes un décalage. Ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. Mais si toi, tu manques de connexion au cœur envers tes collègues et que tu n'admets pas qu'un parent va s'absenter parce que son enfant est malade, inévitablement, ta façon et l'angle de vue que tu as, eh ben, tu flippes que les gens soient aussi toxiques que toi, aussi intolérants que toi. Mais peut-être avec de la chance, tu tomberas quand même sur des gens qui sont beaucoup plus connectés au cœur que toi tu ne l'es envers les autres. Et ça sera peut-être une source d'inspiration pour toi de voir: «Ah, les gens sont humains, moi accessoirement je le suis pas du tout». Tu vois? Ah voilà, ça te donnera peut-être envie d'être un peu plus connecté au cœur. Observe comment tu donnes ce que tu donnes aux autres, en fait. Tout ça, c'est un peu toujours ces notions, travail à sa juste place et cetera. Ça va revenir un peu, en plus mois de septembre, mois de la rentrée, tout ça, ça va revenir, hein. Et essaye de regarder toujours les excuses, l'histoire que tu te racontes dans la tête pour cacher la réalité qui est moins jolie et qui est en dessous, en fait. Souvent, tu te racontes une histoire pour enjoliver et pour cacher que en fait, tu es dans l'excusite et c'est pas OK. Tu vas devoir aussi retravailler sur tes compensations. Tes compensations. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois de juillet. Et au moment où je tourne ces vidéos, tous les lundis matins et même déjà dimanche, ça va pas du tout. L'énergie collective est plombante. C'est comme si tous vos week-ends, vous vous alcoolisiez comme jamais, que vous picolez jusqu'à être déconnecté, plus avoir neurones, ne plus penser. Et le dimanche, vous badez parce que vous payez les conséquences de cet excès. Et le lundi, n'en parlons même pas. Inévitablement, tout ce que tu fais rentrer qui fait baisser ton énergie et qui est de la boue, eh ben, inévitablement, ton énergie à toi va baisser. Donc tu vas bader, tu vas déprimer, tu vas être angoissé, tu vas ressentir toutes les émotions négatives. En ce moment, le collectif, ça arrive souvent avec l'été, le côté les terrasses, les barbecues, les vacances, hein, voilà. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus il y a 3 ans pour parler que vous seriez tous les étés testés sur cette frénésie à l'été. Et à chaque fois, là, soit vous repartez à recôtoyer des gens toxiques pour être de sortie tout le temps, parce que c'est votre compensation. Vous avez besoin de côtoyer des gens pour picoler, pour fumer, pour faire la chouille tout le temps, mais en mode excès.
et vous êtes même prêt, vous êtes même capable de refaire rentrer dans votre vie des gens hyper toxiques pour être toujours dans cette frénésie de sortie. Voilà, donc les compensations. Voilà, les compensations. Et croyez-moi qu'en ce moment, waouh, moi maintenant qui ressens l'énergie du collectif, franchement, c'est pas très agréable de ressentir toute votre énergie que vous envoyez du dimanche au lundi parce que vous ne savez pas vous maîtriser, parce que vous partez dans l'excès, parce que vous ne savez pas vous gérer. Là aussi, vous êtes un peu dans l'excusite. Et vous trouvez toujours une excuse pour pas assumer votre comportement. Vous avez toujours une bonne excuse pour pas assumer, pour pas regarder la réalité en face. Mais en fait, en réalité, c'est que vous refusez de ressentir des émotions. Vous cherchez à vous noyer dans ces compensations pour pas ressentir certaines émotions. Et quelles sont ces émotions que vous fuyez? La tristesse? La colère? Pourquoi vous avez besoin de vous noyer à ce point dans ces compensations-là? En principe, vous vous prenez des foudres sur le sujet. Et imaginez-vous, vous êtes comment le lendemain avec les gens qui gravitent autour de vous? Vous êtes détestable, vous êtes déprimé, vous faites rien, vous êtes avachi, il faut plus vous parler, vous êtes un légume, vous n'êtes plus un parent, vous n'êtes plus capable de donner à qui que ce soit. Qu'est-ce que vous donnez dans ces moments-là? Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information? Que ça fait chier les gens autour de vous? Que vous prenez beaucoup trop de place? Que ce que vous donnez, c'est pas terrible en fait, c'est pas de qualité. Est-ce que ton ingérence émotionnelle, parce que de base c'est parce que tu sais pas gérer tes émotions, hein, que tu pars en vrille à ce point-là, est-ce que ton ingérence émotionnelle prend toute la place tous les week-ends partout autour de toi et c'est toi qui prends toute la place avec ton ingérence émotionnelle finalement? Est-ce qu'il fait bon vivre à tes côtés dans ces moments-là? Est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on vit vraiment avec quelqu'un de joyeux? Parce que parfois, tu vas dire: «Ouais, mais moi je suis quelqu'un qui aime faire la fête». Bah, en fait, si t'as pas ça, t'es pas capable d'être joyeux. Et tu es joyeux pendant 2 heures sous effet de l'alcool et après tu fais la gueule pendant 3 jours. Tu es malade pendant 3 jours. Tu appelles ça quelqu'un de joyeux? Tu es pas quelqu'un de joyeux. Non. Donc là, il va falloir arrêter de se chercher des excuses, il va falloir aller regarder tout ça. Tout ça, vous allez devoir travailler sur tout ça. Sur ce que vous donnez, sur qui vous êtes, sur comment est votre présence. Donc il va falloir aller repérer un peu tous ces côtés un peu excessifs, un peu partout. Et toutes les histoires que vous vous racontez, il y a beaucoup d'histoires que vous vous racontez qui n'ont... C'est du pipeau en fait. C'est du pipeau. Hier soir, justement, le livre que je lisais était très intéressant là-dessus. Je vais peut-être aller le chercher 2 secondes. C'est le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé ». J'en suis qu'au début, hein. Vous voyez, j'en suis qu'au début. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que je vous conseille ce livre. Parfois, il y a des livres qui commencent très bien et après, c'est ultra perché, hein, comme le livre de Lise Bourbeau, « Écoute ton corps », je vous le conseille absolument pas. Si vous avez envie d'avoir des discours illuminés, il n'y a pas mieux, hein. On a l'impression d'être face à un gourou qui vous raconte n'importe quoi. Excuse autant le violeur et le meurtrier que la victime. Bon, peut-être pas quand même, hein, on va arrêter ce cinoche, voilà. J'aime bien, dans ce livre, j'en suis qu'au début, hein, donc voilà, hein, dans ce livre, il y a
un philosophe qui parle avec un jeune homme. Et ce jeune homme est beaucoup justement dans ce côté de je me victimise, je suis victime de mon passé. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut quand même couper le cordon. C'est bien d'avoir conscience de son passé pour comprendre, mais au bout d'un moment, vous allez quand même pas vivre qu'à travers ça. Il faut quand même rebondir. Le but de ça, c'est de transcender, c'est de comprendre pour faire autrement. Dans ce livre, pour l'instant, je peux pas avoir d'avis. Pourquoi? Parce que le philosophe, lui, il est un peu, il a une vision plus extrême que la mienne. Voilà. Donc en fait, moi qui suis à fond en nuances de gris, inévitablement, je suis un peu comme témoin d'une conversation entre le jeune homme et le philosophe, et le jeune homme qui se victimise à fond, qui vit qu'à travers sa victimisation, sa pleine puissance de victimisation, de j'ai subi ci, j'ai subi ça, ah, je suis une victime, et blablabla. Voilà, vous voyez la complainte, la lamentation, et je ne pourrai jamais changer, et la vie, elle est injuste, et gnan, gnan, gnan. Voilà. Les autres, ils ont de la chance, et moi, j'ai pas de chance. Ouais, ça, c'est hyper chiant, hein. Si vous êtes comme ça, oh mon Dieu, vous êtes pas quelqu'un d'agréable à vivre. Vous voyez? Ça, c'est chiant. Voilà. Les mendiants de l'amour. Allez, vas-y, je me complains et je bouge pas mon cul. Voilà. Mais le philosophe, lui, il est carrément à l'opposé. C'est-à-dire que lui, en gros, sa philosophie, c'est le passé, on s'en fout. Il n'a rien à voir. Tu dois aller vers ton objectif. Et en général, c'est pas évident parce que comme je suis au début du livre, je suis toujours dans l'espoir qui va être moins extrême en fait. Et j'attends en lisant, en me disant mais mon gars, j'espère qu'au fur et à mesure du livre, on va découvrir que tu es moins extrémiste. Voilà, je suis un peu dans cet espoir, mais comme j'en suis qu'au début, je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas. Mais pour l'instant, de là où j'en suis, son discours, c'est un peu ça. C'est ton passé, on s'en fout, on le regarde même pas. Tu te racontes n'importe quoi, tu te racontes l'histoire que tu as envie de te raconter pour pas te confronter à l'inconfort et parce que tu as un objectif justement de victimisation. Donc en fait, tu te racontes une histoire. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais ce que je n'aime pas dans son approche à ce philosophe, c'est qu'il veut même pas regarder le passé. Si, il faut quand même le regarder, le passé. Le passé, il explique le transgénérationnel, il explique les blessures de l'âme, il explique la logique de comment je fonctionne et ce que je dois arrêter de faire. Donc en fait, moi, je suis justement dans cette nuance de gris entre eux deux, et il y a eu un échange qui était intéressant. Est-ce que vous voulez que je partage cet extrait? D'accord. Je vais vous lire quelques petits extraits qui sont très parlants, d'accord? Donc, il y a ce jeune homme qui se victimise beaucoup, qui se dit « moi, je pourrai jamais changer, blablabla », voilà, au rage, au désespoir, il se cherche des excuses, d'accord? Le philosophe lui dit, il lui explique que ta façon de fonctionner, c'est ton style de vie à toi. Maintenant que tu sais que tout ça, c'est lié au style de vie qu'on a envie de vivre, ce que tu en fais dorénavant est de ta responsabilité. Que tu continues de choisir le style de vie que tu as eu jusqu'à maintenant, ou que tu choisisses d'en changer complètement, tout cela ne tient qu'à toi. Ça, c'est vrai, je suis en phase. Le jeune homme répond « Et comment je choisis à nouveau? Vous me dites, tu as choisi ce style de vie toi-même. Alors vas-y, choisis-en un nouveau. Là, maintenant, mais c'est absolument impossible. Je ne peux pas changer tout d'un coup. » Et le philosophe lui répond « Si, tu peux. Les gens peuvent changer n'importe quand, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont. Lorsque tu n'es pas capable de changer, c'est seulement que tu prends la décision de ne pas changer.
Là-dessus, moi, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça se travaille et les 3/4 du temps, il va vous falloir quelqu'un qui vous botte un peu le cul, comme moi, pour pousser à bouger. Le philosophe lui explique sans arrêt plein de choses comme ça. Les gens se plaignent de différentes choses, mais c'est plus facile et plus sûr de ne rien changer. Voilà, les gens choisissent la facilité. On en revient au portail du sucre d'orge. Il y aura peut-être nécessité d'aller revoir dans les révisions 22 quelques vidéos sur le sucre d'orge. Vous voyez ? Le philosophe lui dit, lorsque nous essayons de changer de style de vie, nous mettons notre courage à l'épreuve. Il y a l'anxiété générée par le changement, oui, j'en ai parlé au début de la vidéo, et la déception associée au fait de ne pas changer. Et il dit, je suis sûre que toi, tu as choisi plutôt d'être déçu que de te confronter à cette anxiété du changement. Tu préfères plutôt être déçu. Voilà, c'est-à-dire qu'entre la peur et la tristesse, tu préfères être triste en fait. Le jeune homme, tout de suite, il rebondit, il dit « Attendez, vous venez d'utiliser le mot courage à l'instant ?» Parce que, en fait, le jeune homme, il est très dans l'ego, vous voyez, très orgueilleux, vaniteux, il se vexe toujours comme un pou, en fait, là-dedans. Et le philosophe lui a répondu « Oui. » Alors lui, il parle beaucoup de la psychologie adlérienne. Bon. J'adhère moyennement à cette philosophie, je le répète, d'accord ? Et il lui dit, oui, la psychologie adlérienne est une psychologie de courage. Ton mal de vivre ne peut pas être mis sur le compte de ton passé et de ton environnement. Et ce n'est pas que tu manques de compétences. Oui, tu manques pas, tu manques simplement de courage. On pourrait dire qu'il te manque le courage d'être heureux. Inévitablement, c'est quand même une approche qui donne des coups de pied, mais qui malheureusement ne prend pas assez en compte l'émotionnel de ce qu'on a vécu dans le passé. Moi, ma façon de fonctionner est dans la nuance de gris, c'est que je prends en compte la souffrance du passé, mais on se donne un petit coup de pied au cul pour avancer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que par derrière. Le jeune homme, c'est ce qu'il fait, lui, il regarde que par derrière et ouin, 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 ouin. Et là, le philosophe, lui, il regarde que devant, il ne veut pas entendre parler. Moi, non, moi, je suis au milieu des deux. C'est-à-dire que moi, je regarde le passé, votre passé, je fais preuve de compassion, mais au bout d'un moment, on ne va pas rester là à ouin, ouin, ouin toute sa vie. Allez, on avance, on fait autrement, il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à en tirer. Donc voilà, on continue. On en vient encore à un extrait que je voulais vous partager. Le jeune homme lui dit « Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'abord, vous me dites que le monde est un endroit simple et que c'est simplement à cause de moi s'il paraît compliqué. Que c'est ma vision subjective qui le rend comme ça. Oui, parce que lui, « Oh, le monde est compliqué !» Vous voyez, de base, il arrive avec tous ces bagages-là, hyper fatalistes, hyper négatifs. Et le philosophe lui avait dit au début du livre, non, le monde, il n'est pas si compliqué que ça. C'est toi qui décides de le voir comme ça. Et ça, c'est vrai, je suis d'accord. Il lui dit, et vous me dites aussi que la vie semble compliquée simplement parce que je la rends compliquée, et que c'est pour toutes ces raisons que je n'arrive pas à connaître le bonheur. Ensuite, vous dites qu'on devrait suivre la police. Bon, là, on part dans un truc un peu plus compliqué, parce qu'on parle de téléologie, d'étiologie freudienne. Bon, je vais vous perdre si je parle là-dedans. Mais il dit en tout cas qu'on ne doit pas rechercher les causes dans son passé et qu'on devrait nier la notion de traumatisme. Moi, c'est ça que j'aime pas dans l'approche de cette philosophie adlérienne, c'est que dans la philosophie adlérienne, qui est poussée à avancer,
on nie le traumatisme du passé, donc quand même, on nie l'émotionnel. Moi, je donne beaucoup d'importance aux émotions. Inévitablement, cette partie-là est un peu trop extrême pour moi. Vous voyez? Donc, vous dites que les gens agissent pour atteindre un but qu'ils se sont donné et non que ce sont des créatures mues par des causes dans leur passé. C'est bien ça. J'espère que je vous perds pas. Le philosophe assume, il dit « Oui, c'est ça, c'est ma vision ». Le jeune homme dit « Vous dites que les gens peuvent changer. » Oui, moi je suis d'accord avec ça. Et que les gens choisissent en permanence leur style de vie. Le jeune homme, lui, se dit « Non, on ne peut pas changer parce que quand on a vécu ci ou ça, on peut pas, on va rester traumatisé toute sa vie, on peut pas changer, la vie est foutue. » Vous voyez l'hyper-fatalisme et l'autre, le côté waouh. Le philosophe lui dit « Oui, c'est exact. » Le jeune homme, il explique « Donc, si je m'avère incapable de changer, c'est parce que je prends moi-même sans arrêt la décision de ne pas changer. Je n'ai pas le courage de choisir un nouveau style de vie. En d'autres termes, je n'ai pas assez de courage pour être heureux. Et c'est pour ça que je ne suis pas heureux. J'ai bien tout compris ?» Le jeune homme lui répond « Oui, c'est bien ça. » Voilà. Le jeune homme ajoute « Donc voici ma question. Quelles sont donc les vraies mesures que je devrais prendre dans votre angle de vue, là, maintenant? Que faut-il que je fasse pour changer ma vie? Est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est le conseil que vous donneriez? » Le philosophe lui répond « Ce que tu devrais faire maintenant, c'est prendre la décision de mettre un terme à ton style de vie actuel. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit « Si seulement je pouvais être quelqu'un comme Pierre. Oh, je serais heureux. » Tant que tu vivras comme ça, dans le royaume des hypothétiques, si seulement ceci, si seulement cela, tu ne seras jamais capable de changer. Parce que dire « si seulement je pouvais être comme » est une excuse que tu te donnes pour ne pas changer. Le jeune homme répond une excuse pour ne pas changer. Lui, il n'aime pas qu'on lui dise qu'il cherche des excuses. Et le philosophe lui a donné un exemple très concret. Il lui dit « Oui, par exemple, moi j'ai un ami qui rêve de devenir romancier, mais qui ne semble jamais capable de terminer un livre. Selon lui, il est trop pris par son travail. » Vous voyez l'excusite. Et donc c'est pour cela qu'il ne peut pas achever un ouvrage et le présenter à un prix littéraire. Mais crois-tu que ce soit la véritable raison? Non! C'est en fait qu'il veut garder ouverte la possibilité de « je peux le faire si j'essaie » en ne s'engageant en fait sur rien. Il ne veut pas en réalité exposer son travail à la critique. Et encore moins produire un travail d'écriture médiocre où il risquerait d'être rejeté. Il veut vivre à l'intérieur de ce royaume des hypothèses, l'illusion, le monde des licornes, en gros, voilà, où il peut dire qu'il pourrait le faire si seulement il en avait le temps, ou qu'il pourrait écrire si seulement il avait le bon environnement autour de lui, et qu'il a vraiment le talent pour ça. Dans 5 ou 10 ans, il commencera sans doute à utiliser d'autres excuses comme « je ne suis plus tout jeune » ou « j'ai une famille à entretenir maintenant, mais j'étais capable, j'aurais pu ». Non, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne s'est jamais confronté à sortir son livre, à peut-être se prendre plein de critiques. Il n'est peut-être pas capable. Mais justement, il n'a pas envie de s'y confronter, il n'a pas envie de savoir. Donc en fait, il préfère faire son kéké devant tout le monde et dire « Mais j'aurais pu être, j'étais tellement compétent. » Voilà, j'étais tellement compétent, j'aurais pu l'être, mais tu sais, j'ai pas pu.
Oui, voilà, comme moi, j'aurais pu être une j'aurais pu être danseuse, chanteuse comme Beyoncé, mais si ma mère, elle a pas voulu, c'est à cause d'elle. Sinon, je suis aussi forte que Beyoncé, hein. Si, je te jure, je suis aussi forte que Beyoncé. Non, mais faut arrêter un peu cinoche, quoi. Enfin, les gens, arrêtez de faire votre kéké, quoi. Ça vous rend orgueilleux, vaniteux. Quelle horreur, ce rôle que vous jouez. Quel manque d'humilité. Ben, c'est ça, en fait. Vous voyez, l'exemple est donné. Le jeune homme dit, il m'est très facile de me mettre à sa place. Oui, lui, il comprend parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Le philosophe lui dit, il devrait concourir à un prix littéraire. Et s'il est rejeté, eh bien soit. Si c'était le cas, il pourrait donc en sortir grandi, ou découvrir qu'il devrait poursuivre alors un autre but, autre que l'écriture. Dans tous les cas, il serait capable au moins d'avancer. C'est de cela qu'il s'agit lorsque je parle de changer de style de vie. S'il ne présente rien, il n'ira nulle part. Oui, parce qu'il continue de s'accrocher à son truc de oui. Vous voyez, donc c'est un peu... Et donc le jeune homme dit oui, mais peut-être que ses rêves seraient brisés. Donc là, on en revient un peu comme dans l'alchimiste. Vous vous souvenez? Le gars voulait pas aller vers ses rêves parce qu'il avait peur de la vérité, en fait. Parce que, en fait, vous vous accrochez à une illusion, à un lampadaire. Il dit, oui, mais peut-être que ses rêves seraient brisés. Ben, le philosophe répond, eh bien, je me demande si avoir une liste des tâches, des choses qu'il faudrait faire tout en ayant en permanence diverses raisons pour expliquer pourquoi on ne peut pas les faire, c'est pas une façon facile de vivre. Alors, dans le cas de mon ami qui rêve de devenir romancier, c'est clairement le moi ou l'ego qui rend la vie compliquée et trop difficile pour pouvoir trouver le bonheur. Et le jeune homme répond, mais c'est sévère, votre philosophie est trop dure. Vous voyez? Parce que lui, comme il fonctionne pareil, tout de suite, il trouve que c'est dur, mais c'est pas si dur que ça, en fait. Là, on est en plein dans l'excusite et c'est la réalité. Et quelqu'un qui est dans l'excusite ne veut pas l'entendre et dire « Mais c'est sévère, votre philosophie est trop dure !» Le philosophe lui répond « Oui, assurément, c'est un remède de cheval. » Le jeune homme répond « Un remède de cheval? Oui, je suis d'accord. » Le philosophe lui répond « Mais si tu changes ton style de vie, la façon dont tu donnes du sens au monde et à toi-même, alors à la fois la façon dont tu interagis avec le monde et ton comportement devront changer également. N'oublie pas ce point, l'un devra changer. Toi, tel que tu es, tu dois choisir ton style de vie. Cela peut paraître dur, mais c'est en réalité assez simple. Donc le jeune homme dit donc, si je vous écoute, mon mal de vivre ne tient qu'à moi, n'est-ce pas? Je commence maintenant à me sentir critiqué pour tout ce que j'ai jamais été et fait. Et c'est un peu le problème de ces personnes dans l'ego, c'est qu'en fait, ils sont toujours vexés comme des poux. Comme ils agissent pas, qu'ils sont beaucoup dans la victimisation de l'excusite, on peut rien leur dire parce qu'à chaque fois, ils sont vexés et se sentent critiqués. Le philosophe lui répond « Non, tu n'es pas critiqué. Pense plutôt que quoi qu'il se soit passé dans la vie jusqu'ici, cela ne devrait avoir aucune portée sur la façon dont tu vis à partir de maintenant. C'est toi, ici et maintenant, qui est celui qui détermine ta vie. » Oui, parce que le jeune homme dit « Mais la vie se décide donc pile en ce moment. » Le philosophe, oui, parce que le passé n'existe pas. Moi, c'est là-dessus où je suis pas totalement d'accord. C'est pas que le passé n'existe pas, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a bien parlé du passé, qu'on a extériorisé ça, à un moment, il faut aller vers l'avant. Il faut arrêter de toujours regarder par derrière. À un moment, il faut se dire, le passé, je laisse à Vegas, vous voyez, je laisse à Vegas ce qui se passe à Vegas. C'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder toujours dans le passé. Il faut rebondir, il faut aller vers l'avant. Il faut arrêter d'aller trouver cette pleine puissance dans cette victimisation. Donc moi, je vous fais passer par les deux étapes, mais il ne faut pas rester
dans le passé indéfiniment, il faut rebondir. Il y avait un deuxième exemple qui était sympa dans ce livre, qui parlait d'une jeune fille qui, je vais pas le retrouver ce style-là, mais en fait, il y avait une jeune fille qui voulait, en gros, acquérir certaines capacités parce qu'elle était trop timide. Elle rougissait. Moi, j'ai eu ce problème quand j'étais gamine. Et pour pas, elle avait dit, je veux faire une formation pour être moins timide. Et le philosophe lui a demandé, oui, d'accord, et dans quel but après, quel objectif? Et la jeune demoiselle avait dit, bah ensuite, comme ça, je pourrais aller déclarer mon amour à un jeune homme que j'aime silencieusement, secrètement, quand je serai moins timide, comme ça, je pourrais aller lui déclarer mon amour. Et en fait, elle s'investissait pas tant que ça dans sa formation, et cette formation, c'était une excuse pour pas aller avouer son amour. Je sais pas si je m'explique bien. On reprend. La demoiselle veut faire une thérapie. Son objectif, c'est je veux être moins timide. Je veux améliorer ma prise de parole. Je veux m'améliorer dans ma communication. Donc on lui demande, ok, c'est dans le but de quel objectif de vie? Là, elle explique comme ça, après, je pourrais aller déclarer mon amour à un homme que j'aime secrètement. Là, je ne m'en sens pas capable. Ok. Mais au final, si la jeune demoiselle ne s'investit pas là-dedans, ou qu'elle décide que cette étape-là va devoir prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est quand même un peu dysfonctionnel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle se cache derrière ça pour ne pas aller se confronter à l'inconfort réel de oser aller déclarer sa flamme au risque d'être rejetée? Ah ouais. Parce que tant qu'elle reste avec son rêve, ouais, oui, mais peut-être comme ça, vous voyez? Mais si elle laisse passer le temps et qu'elle se trouve des excuses de je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prête, c'est pas encore le moment parfait. Le mec, il va se barrer avec une autre nana. Mais en fait, tout ça, elle y pense pas. Parce qu'elle, en fait, elle trouve un certain confort à repousser, à procrastiner. Parce qu'en fait, elle se cherche des excuses. Elle fait semblant de je travaille sur moi. C'est juste que là, je suis pas prête. J'ai besoin d'être prête sur ça pour faire le suivant. Non. En fait, elle est en train de se chercher des excuses. Elle se ment à elle-même. Elle est en train de repousser pour pas aller se confronter à l'inconfort que peut-être le mec va la rejeter. Cette fameuse blessure de rejet, le fuyant. Et, ben, elle peut déclarer son amour et faire la formation pour soigner sa timidité en parallèle. On peut être dans le EET, c'est pas le OU. De OU, vous avez vu qu'on avait besoin de travailler sa timidité pour déclarer son amour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien de logique. Et ben souvent, les gens se réfugient comme ça derrière des excuses. Ils se racontent des histoires pour pas faire. Et pendant ce temps-là, le temps passe et rien ne se passe. Ça, c'est pas OK. Vous êtes encore dans la fuite, vous êtes dans l'excusite, vous cherchez des excuses. Et en tant que chaser ou runner, vous avez tous des choses comme ça où vous vous cherchez des excuses comme ça. Le chaser va se trouver des excuses sur les sujets yang pour pas faire, pour pas se confronter à l'inconfort. Et le runner va se trouver des excuses sur le sujet yin, sur comment il gère ses relations. Il va chercher plein d'excuses aussi pour pas faire. Et c'est tout ça que vous allez devoir travailler. Vous voulez que je dise ça? D'accord.
Je sais pas si je suis prête à le dire. On voulait que je vous avoue un truc sur une vie antérieure. Bon, certains l'ont vu dans leurs rêves, certains l'ont deviné, oui. J'ai moi-même été philosophe dans des vies antérieures, oui. Ah, c'est sûr que certaines personnes auront du mal à le croire. Une blonde avec des boucles d'oreilles, qui se maquille. Il y a d'autres identités hein, que vous avez trouvées sur mes vies antérieures. Certains ont fait... Vous avez eu des informations. Et il y en a plusieurs sans se concerter, sans se connaître. Sont tombés sur la même personnalité. Donc il y a certaines informations qui commencent à vous venir à vous. Il y a 2-3 incarnations, je dirais 3. Il y en a 3 où vous avez des informations sur ces 3-là. Je dis rien, je vous laisse continuer à chercher et les gens me disent en privé. Je donnerai pas les noms des personnes. Non. Comme je vous l'ai dit, j'en suis pas capable. Déjà là, j'ai fait un effort où c'est déjà inconfortable pour moi. Voilà. Voilà. Vous comprendrez mieux pourquoi je vous pousse autant à réfléchir. Et pourquoi tout ça me passionne autant aussi. Je vais vous laisser là-dessus. Bon portail de l'exquisite. Belle journée.